Bonjour à toutes et à tous. Très chaleureusement bienvenue à cette conférence consacrée aux artistes et aux bâtisseurs bruxellois et bruxelloises et à la manière dont ils sont aujourd'hui visibles et commémorés dans les noms de rues de la région bruxelloise. Comme vous le savez probablement, cette conférence s'inscrit dans un cycle plus large dédié à la thématique des noms de rues et des noms de lieux à Bruxelles. Et nous sommes aujourd'hui la 3e séance de ce cycle. La 4e, la dernière, aura lieu ici aussi demain, malheureusement déjà complète. Mais l'ensemble des conférences sera également diffusé sur la chaîne YouTube de l'Académie royale. Et comme vous le savez peut-être également, le cycle de conférences est organisé dans le cadre de la publication d'un nouvel ouvrage consacré au nom de lieux à Bruxelles, comme miroir des enjeux urbains et sociaux, tant dans le passé que dans le présent. Et c'est un ouvrage publié aux éditions de l'Université de Bruxelles que nous l'avons présenté la semaine dernière à la Maison du Roi, au musée de la ville de Bruxelles. Il ne sera disponible en librairie qu'à partir de la fin de la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà vous le procurer en exclusivité aujourd'hui au fond de la salle. Et nous avons collaboré à cet ouvrage avec plus de 20 chercheuses et chercheurs issus de nombreuses institutions, des musées, des universités, etc., qui ont analysé les noms de rues bruxellois, plus largement aussi les noms de lieux, à partir de différentes perspectives thématiques selon leur domaine d'expertise. Et aujourd'hui, nous sommes ici à 2 de ces auteurs afin de vous présenter notre propre lecture des noms de lieux à travers 2 profils présents dans les rues bruxelloises, à savoir les bâtisseurs et les artistes. Et donc moi, je suis Matthijs de Grave, je suis aussi membre de l'équipe éditoriale, principalement j'étais responsable de l'édition néerlandophone de l'ouvrage chez Leuven University Press. Je prendrai aussi la parole plus tard. D'abord, je vais vous présenter Tatiana De Brou. Elle est géographe et docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles, où elle a soutenu en 2012 sa thèse intitulée « Des artistes en ville, géographie rétrospective des plasticiens à Bruxelles de 1833 jusqu'à 2008 ». Et depuis lors, elle a mené des recherches postdoctorales, dirigé des projets de recherche, et elle enseigne dans les masters en géographie à l'ULB et aussi Master Urban Studies à l'ULB et à la VEB. Et depuis 2020, elle est également rédactrice en chef de la revue scientifique Brussels Studies, ce qui est une plateforme vraiment essentielle de diffusion de la recherche sur Bruxelles. Et donc, dans l'ouvrage consacré au nom de lieux bruxellois, elle a coécrit avec plusieurs collègues de l'ULB et d'autres institutions un chapitre sur l'art et les artistes dans les noms de rues de Bruxelles. Et c'est donc avec grand plaisir que nous allons maintenant en apprendre davantage à ce sujet. Donc, Tatiana, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup, Matthijs. Voilà ce qui risque d'arriver. Un petit souci technique, mais ça tient. J'ai tendance à bouger quand je parle, donc je pense que pour le bien de la captation, je vais essayer de rester près de mon pupitre. Mais je vérifie quand même que je peux circuler correctement. Voilà, très bien. Merci Matthijs de m'avoir présenté. Je prends la parole ce soir au nom d'un collectif de chercheuses. Je suis donc la géographe de la bande, mais pour
préparer ce dont je vais vous parler ce soir et le chapitre que nous avons écrit dans le livre sur les noms de rue, j'ai collaboré avec 3 chercheuses voilà, que je représente ce soir. L'une d'elles est dans la salle également. Il s'agit de Laurence Brenier, qui est historienne de la littérature et professeure à l'ULB, Valérie Dufour, historienne de la musique et qui enseigne également à l'ULB, et puis Christine Dupont, qui est historienne à la Maison de l'Histoire européenne et qui a aussi travaillé un temps à l'ULB. Et donc, voilà, nous allons commencer à parler de ce sujet en se posant une question, en fait. Voilà, j'ai présenté ce slide, je l'ai intitulé « Eugène Verboeckhoven », vous avez dit, avec un petit point d'interrogation, parce qu'il se fait qu'en faisant ces recherches, on s'est rendu compte qu'un nombre impressionnant de noms d'artistes étaient dans l'espace public bruxellois, mais qu'on n'en était pas forcément consciente et conscient. Et donc, voilà, peut-être Verboeckhoven, vous le connaissez, en tout cas, vous connaissez la place qui porte son nom, qui est aussi dénommée la Cage aux ours, exemple célèbre de l'odonymie bruxelloise. Mais voilà, au-delà de quelques noms très connus, l'avenue Mozart, l'avenue Jacques Brel, la rue Léonard de Da Vinci, que je pense tout le monde connaît, en tout cas connaît de nom les artistes, pas spécialement la rue, c'est vrai. En fait, au-delà de ces quelques exemples connus, et qui ne sont pas si nombreux, Bruxelles regorge d'un nombre impressionnant de voiries nommées d'après, pour la plupart, de grands inconnus, comme Eugène Verboeckhoven, qui était un peintre animalier, Leopold Lenders, un jazzman à Saint-Josse, ou Charles van Lerberghe, un poète symboliste. Donc voilà, ce sont des noms que nous ne rencontrons pas tous les jours. Et en mettant les mains dans le cambouis, en commençant à faire la recherche, en manipulant la base de données qui est à l'origine en fait, du livre qui paraît ces jours-ci, on s'est rendu compte que plus de 10% des noms de voiries à Bruxelles faisaient référence aux artistes ou alors, pour une minorité, aux arts, aux métiers de l'art, à des genres musicaux, etc. Donc ce chiffre-là nous a interpellés et nous a vraiment donné envie de creuser un peu plus et de le faire en équipe, parce que quand on parle d'art, on ne parle pas uniquement, je l'ai montré dans les exemples déjà ici, de plasticiens, donc de peintres et de sculpteurs, mais également de toute une série d'autres disciplines artistiques que j'évoquerai en partie aujourd'hui. Et ce pourcentage de 10% est d'autant plus important qu'on le compare avec d'autres catégories de cette base de données. Ça permet de faire des statistiques assez simples, mais qui nous montrent notamment une catégorie que moi, personnellement, a priori, j'aurais estimé beaucoup plus importante, celle des lieux-dits, des noms géographiques. En fait, elle ne représente que 3,3% du total des voiries à Bruxelles, donc c'est bien moins que les artistes. Les grands propriétaires fonciers, pour ceux d'entre vous, par exemple, qui habitent à Uccle, vous savez qu'il y a une série de noms de rues qui sont dénommés d'après des propriétaires qui avaient des grandes propriétés dans cette commune-là. C'est un peu moins de 4%, donc beaucoup moins. Et puis, une catégorie très connue dont voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler, dont il sera question demain aussi avec Chantal Kestelot. Les 2 grands conflits mondiaux mis ensemble ne représentent que 8% des noms de rue. C'est évidemment très important aussi, mais on est malgré tout en deçà de la catégorie artistique. Voilà, tout ça pour vous vendre mon intervention et pour que vous restiez accrochés pendant ces quelques minutes que nous allons passer, dizaines de minutes que nous allons passer ensemble. Ben voilà, 10%, ça a l'air beaucoup, en tout cas au niveau bruxellois, on se rend compte que c'est une catégorie importante dans l'ensemble des voiries. Mais peut-être qu'en fait, c'est le cas ailleurs. On s'est posé cette question, on dit est-ce qu'on va pouvoir trouver, comparer la présence d'artistes dans d'autres localités parce que finalement, c'est peut-être normal. C'est vrai que c'est des célébrités et qu'on les honore de cette manière-là. Alors, on a commencé par faire ce que font généralement les chercheurs quand ils se posent une question, une revue de la littérature, d'abord parler avec les collègues et aller lire. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, il y avait un bouillonnement autour de la question de la dénomination des rues, des voiries. Ces 15 dernières années, une sorte de renouveau qui prend place en fait selon 2 dimensions. Le premier, en fait, il est permis par les nouveautés techniques, simplement, technologiques. On a désormais des ordinateurs extrêmement puissants
des capacités de calcul, mais aussi de visualisation qui sont bien plus accessibles qu'il y a 20 ans, qui permettent aussi des traitements beaucoup plus rapides. Et donc, une partie des nouvelles études qui sont produites actuellement, notamment par des géographes ou des géomaticiens, s'intéressent en fait plutôt aux noms de rues, aux odonymes, mais dans une perspective soit d'autonomisation du traitement, par exemple pour faire des cartes plus facilement, identifier des adresses, etc. Donc, traiter les adresses elles-mêmes. Et puis aussi, lorsque des analyses sont représentées, s'intéressent plutôt à des différences culturelles, des traitements du générique. Dans un nom de rue, on parle de générique et de spécifique. Le générique, la première partie, c'est le rue, le chemin, l'avenue, etc. Donc c'est le type d'objet dont il est question. Et donc ces études-là, par exemple, ici j'ai un exemple de chercheurs en France qui s'étaient intéressés aux fréquences de différents génériques. Et vous avez une carte de la répartition, en tout cas de la fréquence d'apparition du terme de rue en France. Voilà, c'est intéressant. Je ne vais pas vous donner l'explication ici, mais il y a donc bien une géographie à certains de ces termes-là. Évidemment, les nouvelles technologies, la capacité de mener des analyses sur des milliers et des milliers d'odonymes permet désormais de produire ce genre de choses-là. Mais ça ne résolvait pas notre question de y a-t-il autant d'artistes qu'en France, qu'en Belgique, dans les noms de rue. Ça ne pouvait pas nous renseigner là-dessus. Et donc, le deuxième grand corpus littéraire aujourd'hui, il a trait en fait à ce que Yadine de Gries, à mon avis, a déjà évoqué lors de la séance introductive du cycle, ce qu'on appelle un critical turn, donc un regard critique, des études critiques qui portent sur les odonymes. En particulier pour étudier deux choses. La première, c'est la minorisation des noms de femmes dans les voiries. Et la seconde, concernant l'inscription odonymique des pouvoirs en Europe et ailleurs. Tout un intérêt, en fait, pour les processus d'attribution ou de réattribution de noms aux rues après un changement de pouvoir. Donc, cette littérature, évidemment, émaillée d'énormément de publications sur les anciens pays du bloc de l'Est, évidemment, où il y a eu, après la chute du mur de Berlin, toute une série de réaffectations, de changements de noms de rue pour effacer certains d'entre eux, et puis pour mettre en avant, ou alors aller rechercher les noms d'avant la période communiste, justement comme retour à la période d'avant et une sorte d'effacement de l'histoire peut-être dans certains cas. Et c'est dans ce cas-là qu'on a trouvé quelques chiffres sur la présence de noms d'artistes dans ces contextes-là, non pas vraiment de manière exhaustive, donc ça, souvent ces études traitent plutôt de cas particuliers qui sont très intéressants en demeurant, mais voilà, qui empêchent d'avoir une idée de la présence de ces noms d'artistes. On a trouvé un texte qui analysait, c'était aussi un collectif pour faire ce genre de travail-là, qui analysait l'évolution des noms de rue dans 8 villes d'Europe centrale et qui atteignait, pour les centres-villes, ça portait uniquement sur les centres-villes, des chiffres vraiment impressionnants. Donc visiblement dans le centre de Zagreb, Maribor ou Zadar, 25% des noms de rue sont donnés à des personnalités issues des mondes des arts, donc ce qui est impressionnant. Et les auteurs et de manière générale, les chercheurs qui travaillent à cette étude critique des rebaptisations des noms de rue lors des changements de pouvoir vont aussi insister sur une certaine fonction neutralisatrice, d'une certaine manière, des noms d'artistes et de créateurs qui, d'une certaine manière, en tout cas à première vue, ne dérangent personne, font plutôt plaisir, mais on voit, et même dans le cas bruxellois, que parfois l'attribution d'un nom a priori aussi simple et populaire qu'Annie va soulever des nouveaux questionnements, et donc l'enfer est pavé de bonnes intentions et rien n'est neutre, évidemment, dans les choix qui sont effectués. Voilà, donc ici on a trouvé un exemple de présence de noms de rue dans quelques villes qui est, je pense, très particulier.
Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et qui sont ces fameux ces 10% de rues qui font référence aux arts et aux artistes à Bruxelles, avec quelques hypothèses qu'on a levées par rapport à cette présence-là, qui seraient notamment probablement des logiques temporelles, quand, en fonction de la période d'urbanisation des portions de ville, on va probablement aussi faire référence à tel ou tel artiste, mais aussi des logiques locales à l'œuvre. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Non, sans avoir fait une mini pause technique, parce que je suis extrêmement inconfortable ici. En fait, je ne vois pas mon texte, donc je vais essayer de mettre l'ordinateur. Ouais, ça a fonctionné très bien. C'est super. Voilà. On y va donc. Voilà, je vous disais, on a 10% de noms de rues qui font référence aux arts en général, mais si on va creuser un petit peu et qu'on s'intéresse aux formes d'art qui sont présentes, vous voyez que on a différentes catégories avec quelques disciplines bien attendues, je pense, dans le classement. Vous ne serez peut-être pas surpris de vos connaissances du terrain bruxellois ou simplement aussi de l'histoire artistique de la Belgique, de voir comme catégorie reine les catégories des arts plastiques, donc peinture, dessin et sculpture et gravure que nous avons rassemblées pour nos analyses. Donc là, on arrive déjà à 40% des noms de rues qui font référence à un artiste qui concernent cette catégorie-là en particulier. Et puis, les catégories de la littérature et de la musique sont aussi bien représentées. Et ce sont d'ailleurs les trois formes dont je vous parlerai aujourd'hui. Si vous vous souvenez aussi des personnes que je représente, ben voilà, on était aussi un collectif qui était particulièrement intéressé par cette discipline-là. Il n'empêche, on a quand même fait l'exercice de regarder un petit peu quels étaient les autres thèmes représentés. L'architecture, le théâtre et le cinéma sont aussi présents plus ou moins à hauteur de 6%, et puis une catégorie autre, on a notamment des noms de métiers, etc. Un des enjeux aussi, quand on commence à faire ce genre de catégorisation, etc., c'est qu'on s'est rendu compte que certains de ces artistes ont eu d'autres vies, ou alors ils sont artistes et aujourd'hui on les reconnaît pour ça, mais en fait en vrai ils étaient surtout un représentant communal. Et donc la question de cette double identité ou d'identité multiple, elle s'est posée aussi, et donc avec des choix méthodologiques que je vous passe ici, mais on a quelques exemples ici que j'ai affichés. Paul Deschanel, Guillaume Geefs ou Félix Bovy sont tous des gens qui ont vécu à la frontière entre les genres. Alors, vous savez que je suis géographe, je vous l'ai dit, Matthijs vous l'a dit en introduction, donc évidemment les géographes aiment bien produire des cartes. Et ici, c'est d'autant plus intéressant qu'on voit bien une géographie apparaître, c'est-à-dire il y a visiblement des logiques de concentration, de répartition qui s'affichent. Alors ici, vous avez une carte de la région bruxelloise, vous reconnaissez fort probablement ces 19 communes. Et puis, une chose que je vais présenter si vous n'êtes pas tout à fait familier, je vais parler d'une première couronne de communes. Globalement, en fait, ce sont toutes celles ici, tous les territoires qui touchent le centre-ville historique. Et puis la deuxième couronne, ce sont les communes plus extérieures qui, très logiquement aussi, vu qu'on là, je parlais du centre-ville de Bruxelles, le centre historique, ont été urbanisés selon un gradient décroissant, évidemment. Et donc, on a différentes concentrations de rues d'artistes. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs sur la carte. Vous reconnaissez en rouge les arts visuels, dont je vais vous parler ce soir, en bleu la littérature, et puis la troisième catégorie dont il sera question, c'est la musique. J'ai surligné les grosses concentrations. Vous voyez bien qu'il y a clairement des effets d'agglomération dans certaines communes, dans certaines parties de la ville également. Donc on a clairement une représentation importante ici de ces fameuses premières couronnes, communes de première couronne, excusez-moi, et notamment quelque chose qui se passe à Schaerbeek, dont il sera question un peu plus tard. Et puis, dans les autres disciplines, des concentrations intéressantes. Ici, on a par exemple une petite concentration d'art du spectacle, du cinéma en particulier à Jette, ou alors la littérature et la musique à Anderlecht, qui sera aussi intéressante à étudier, d'autant qu'on faisait une série d'hypothèses que les sources ont permis ou non de déjà
résoudre, qui était notamment sur la raison de ces constitutions visiblement de quartiers musicaux, de quartiers littéraires, hein, visiblement par cette accumulation de noms de rues qui se réfère à ce type d'art-là. Avec une hypothèse plutôt dans le cas d'Anderlecht, qui a donc, vous voyez, un quartier vraiment dédié à la musique et un autre à la littérature, une hypothèse portant sur un certain désir de distinction de nouveaux quartiers à travers un choix de noms de rues faisant référence à une culture bourgeoise, ou alors pour l'urbanisation de Jette et une urbanisation aussi un peu plus récente, le choix d'une forme culturelle un peu plus populaire, celle du cinéma. Donc voilà ce qu'on peut déjà faire comme hypothèse, comme constat en regardant cette carte-là. On voit bien, voilà, c'était marquant sur la slide, hein, sur la diapositive, on a donc des concentrations odonymiques, des concentrations de voiries qui se réfèrent aux artistes, qui vont souvent aussi renforcer une certaine homogénéité architecturale. Donc les quelques archives que nous avons pu consulter, à Schaerbeek notamment, sur l'édification de nouveaux quartiers, a montré que c'était aussi à ce moment-là, quand on trace les voiries, qu'on réfléchit évidemment aussi à la manière dont on va les appeler et que des discussions ont lieu, des demandes aussi parfois de la famille ont lieu pour voir honorer une personne et que des choix voilà, de renforcement géographique et d'identité, en fait, donner une identité à un quartier vont apparaître. Donc on a aujourd'hui certains quartiers, en effet, auxquels on peut se référer comme... bon, alors, je vais parler du quartier aux fleurs, ce n'est pas les artistes, mais voilà, à Schaerbeek, on a un exemple d'une unité spatiale et dénominative qui fonctionne bien, mais il y a ça aussi autour du quartier des Squares aussi, on a pas mal de noms d'artistes classiques qui s'y trouvent. Et pour aller à travers ces trois grandes catégories, les trois catégories principales dont je vous parlerai ce soir, nous avons appliqué une double grille d'interprétation, d'une certaine manière, pour questionner cette catégorie de la musique, des arts plastiques et de la littérature. La première catégorie, la première grille d'interprétation, le premier facteur, porte sur le choix du nom, tout simplement. De se poser la question de s'agit-il de figures anciennes, de noms vraiment classiques de la culture européenne, ou alors plutôt de figures plus modernes, de gloire locale, nationale, voire internationale. Y a-t-il des artistes femmes, bien sûr, question incontournable dans l'odonymie d'aujourd'hui, ou alors plutôt des noms d'une présence d'artistes plus populaires aujourd'hui. C'était un des premiers axes que nous avons pris en compte. Et puis la deuxième, c'était celle plutôt d'une logique temporelle, je vous le disais, à la fois de date d'attribution, de voir quand les quartiers ont émergé, et si voilà, ces logiques géographiques correspondaient bien à cela, ou alors la logique d'une proximité historique entre les personnes honorées et la création et le baptême des rues. On va le voir, ça arrive en fait très souvent, avec aussi une chose qui nous a surprise, peut-être naïvement, mais voilà, on se lançait à l'invitation des éditeurs du livre dans cette thématique, c'est que pour les catégories qu'on va explorer aujourd'hui, et toutes ces rues-là, essentiellement baptisées entre la fin du 19e siècle et les années 1930, elles étaient souvent données du vivant de l'artiste ou alors juste après son décès. Mais il y a vraiment plusieurs cas de noms de rues donnés à des personnes des personnalités qui étaient encore vivantes, ce qui nous a paru étrange parce qu'aujourd'hui, je pense, les conditions d'attribution sont différentes. Bref, cela étant, commençons tout de suite par la première des catégories que j'évoquerai aujourd'hui, la catégorie de la musique. Voilà donc la carte que je vous ai présentée tout à l'heure, nettoyée de toutes les autres catégories, de toutes les rues qui ne représentaient pas la musique. Donc voilà, vous avez sous les yeux encore ces quelques tracés de rues pendant que je vous en parle. La première chose qu'on a fait, et que Valérie Dufour, notre collègue musicologue, a fourni, c'est une interprétation des artistes, des musiciens, des interprètes, des compositeurs qui sont présents, évidemment, dans les noms de rues. Est-ce qu'il s'agit d'artistes belges ou pas et ce qu'elle a clairement mis en évidence, c'est que, hormis quelques grands noms de compositeurs du XVIIIe, comme Mozart, dont je citais le nom tout à l'heure, ou Rossini, la majorité des noms d'artistes, des compositeurs qui sont honorés dans les rues de Bruxelles vont faire référence au canon musical européen du XIXe siècle. On a des rues, et à des rues donc, qui sont baptisées essentiellement dans les années 20,
ou les années 30, et qui vont faire référence donc à ces grands compositeurs tels que Beethoven, Schubert, Verdi, Gounod, Sibelius, etc. Et donc, en citant ces noms-là, probablement que vous les associez de juste avec la musique classique, la grande musique de répertoire. Et c'est bien ces noms-là qui dominent. Hein. Quand je parlais du canon musical européen du XIXe siècle, c'est vraiment ce genre musical-là que l'on va retrouver dans les rues bruxelloises. À l'inverse, une très très faible représentation de musique plus populaire, ou alors on aurait pu aussi penser à des pratiques populaires, de la fanfare et des choses comme ça, ce qui est peu présent. Deux raisons probablement à cette plus faible représentation. D'une part, c'est que au moment du développement des musiques de masse, on est à partir, je ne sais pas, quand on pense au rock'n'roll, c'est les années, grosso modo les années 50, et puis après, tout ce qui a suivi après, eh bien la ville est déjà fortement urbanisée, donc il y a moins de rues à baptiser. Aussi petit à petit, Bruxelles s'étend, on va toucher ses limites régionales et puis bien sûr aller au-delà. Et donc on baptise moins de rues. Donc ça peut déjà être une explication. Et certainement, on baptise moins en bloc. Il n'y a pas un nouveau quartier, comme c'est le cas par exemple du quartier Anderlechtois, dont je vous parlais ici, où il y a les rues Verdi, rond-point Verdi, rue Van Beethoven, etc. Donc ça, c'est une des premières pistes d'explication possible. La seconde, c'est aussi bien sûr qu'à travers ce canon classique que l'on retrouve dans la base de données, apparaît clairement une volonté aussi de la part des édiles bruxellois de mettre en avant et de construire un art officiel et national, ce qui se voit notamment à travers les figures belges que l'on va retrouver aussi dans ces rues-là. Fait aussi important, je le disais, ça se voit sur la carte, mais je donne le chiffre maintenant, un tiers de ces rues-là se situe à Anderlecht. Je ne sais pas si vous vous y attendiez ou pas, ça dépend un peu si vous connaissez la commune, et en particulier ce quartier de compositeurs, ou alors ce quartier à cheval avec Molenbeek, où il est question non pas de compositeurs, mais de genres musicaux. Alors, j'ai cité le canon européen classique avec les grands noms que vous connaissez, mais en regardant un peu plus loin dans la base de données, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de grands compositeurs et de musiciens belges qui y sont présents, 34 rues malgré tout sur 95. Il s'agit d'animateurs de la vie musicale, de grands maîtres belges, comme Guillaume Lequeux ou Eugène Isaïe, sans grand contact avec Bruxelles, spécialement dans le cas de Lequeux, et puis aussi des interprètes belges d'une école belge de violon. Les guillemets sont de ma collègue musicologue, mais donc en effet une série d'interprètes à ce moment-là, non plus des compositeurs, mais des interprètes de violonistes fameux qui sont présents dans l'espace public et parfois aussi en lien avec leur lieu de résidence ou de naissance. C'est le cas notamment d'Alfred Dubois, que je cite sur la diapositive, grand violoniste molenbeekois, en tout cas qui est né et décédé à Molenbeek et qui a une rue à son honneur dans cette commune-là. Et donc cette interrogation fine aussi des noms de musiciens permet aussi de trouver toute une série de noms qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, qu'on a oubliés, mais qui étaient des musiciens locaux ou des animateurs de la vie culturelle de ces communes ayant dirigé des écoles de musique, des sociétés de musique, des chœurs, ou alors qui ont par exemple créé un festival de musique. C'est le cas de Léopold Lenders, je vous le disais en introduction, avec le festival Saint-Jast-Node à Saint-Josse. Voilà. Et puis pour ce qui est de la visibilité des femmes, c'était intéressant aussi parce que cette catégorie musique, en fait, c'est celle qui représente proportionnellement le plus grand nombre de figures féminines. Alors plus grand nombre, voilà, je dis ça, mais on va pas trop s'énerver non plus. C'est 11% de personnalités honorées. C'est moins, bien sûr, que des femmes actives dans la musique. Peut-être pas tellement en tant que compositrice, même si bien sûr il y en a, mais les interprètes, clairement, même au 19e siècle déjà, il y avait énormément d'interprètes femmes. Et certaines d'entre elles, d'ailleurs, sont celles qui sont honorées. Nous avons une présence de cantatrices assez notable qui se trouvent donc comme Maria Malibran, Nelly Melba, Lamé Dory ou Clara Kerber, qui sont mises en avant et qui correspondent une sorte d'idéal féminin du star system du 19e siècle. Elles étaient extrêmement connues et donc même de leur vivant, pour certaines, elles ont été plaquifiées, pour utiliser un néologisme facile. Et puis, on a quelques attributions récentes. On parlait d'Annie Cordy tout à l'heure, ou Morane, qui ont vu leur nom attribué à
un odonyme, pas spécialement à une rue, et qui probablement correspond d'une part à la volonté de féminiser un tout petit peu la scène odonymique bruxelloise, mais aussi de faire rentrer peut-être des formes de culture un peu plus populaire. Ici, on parle de la chanson. Et puis, la dernière chose, je passe un peu de temps sur la musique parce qu'en fait, ces logiques vont se retrouver après. Les logiques d'attribution, il semble, à l'échelle régionale, qu'il y ait peu de cohérence globale. Les décisions semblent subjectives et ponctuelles, avec souvent aussi une dimension opportuniste. Ce nom est libre, la personne vient de mourir, personne n'y a encore pensé, hop, on le prend. Même si l'artiste en question n'a pas de lien direct avec la commune. Voilà, c'est ce genre de logique qu'on a pu documenter dans les quelques documents, les quelques traces des décisions prises par les collèges communaux, même si ça a été une gageure de trouver ce genre de sources-là, mais on a pu néanmoins le faire à Molenbeek, à Schaerbeek, etc. Et puis, néanmoins, malgré cette manque de cohérence ou de logique globale, on a quand même identifié, vous l'avez vu sur la carte, quelques communes qui ont dessiné des quartiers musicaux, avec donc un enjeu aussi de représentation d'une identité territoriale, mais aussi associée à une certaine image, à un imaginaire plutôt bourgeois. C'est le cas bien sûr, des noms de rues faisant référence aux musiciens à Anderlecht, ou alors aux genres musicaux de Molenbeek, donc les rues de la Cavatine, de la Mélodie, du Menuet. Ce sont encore là des références à la musique classique. J'en ai fini pour la musique et nous allons maintenant passer aux arts plastiques. Donc cette catégorie la plus nombreuse dans notre catégorisation. Vous le voyez ici sur la carte, hein, un très grand nombre de rues, plus de 200 voiries qui célèbrent un artiste. C'est pas tout à fait étonnant parce que depuis sa création en 1830, la Belgique, terre de peintres, a honoré les peintres et les sculpteurs, mais surtout les peintres, comme héros nationaux pour construire un narratif et une culture nationale. Et dans ce contexte-là aussi, de la création d'un pays et donc de la volonté d'affirmer une culture nationale, la question de la production artistique se pose aussi. Et la capitale, Bruxelles, dès la création du pays, et puis dans les décennies qui vont suivre, avec son accroissement démographique, son accroissement bien sûr économique aussi, sa prépondérance économique, va s'affirmer comme principal creuset de la création artistique du pays. Donc les peintres et les sculpteurs d'ailleurs, des autres villes et localités du pays, pour beaucoup, vont venir s'installer à Bruxelles, gonflant les effectifs d'artistes plasticiens qui sont donc très nombreux à l'époque en fait, où Bruxelles s'urbanise aussi, où on va devoir nommer beaucoup de rues, hein, à la fin du 19e siècle. On a pléthore de figures locales ou même reconnues internationalement, parmi lesquelles choisir pour nommer ces noms de rues. Et vous allez le voir ici, dans les exemples aussi, qu'il est question ici, contrairement à la musique, on a vraiment une grande prédominance des figures locales, des artistes belges contemporains, alors contemporains à l'époque d'attribution des noms de rue, donc il va être beaucoup question de peintres et de sculpteurs du dernier quart du 19e siècle et du tournant du siècle suivant, avec deux communes que je prendrai en exemple ici, Schaerbeek et Ixelles, a priori... excusez-moi, la carte vous donne la réponse de pourquoi je m'intéresse à ces deux communes. On a vraiment des effets de concentration intéressants, en particulier pour Schaerbeek. C'est donc une commune artiste, clairement, une commune qui d'ailleurs, à un moment, avait pris l'initiative avec des publicitaires de créer une sorte de petite fresque pas très bien mise en valeur, mais qui représentait ce Schaerbeek Wijk der Artiesten, Faubourg des artistes, avec des représentations, une sorte de mini-musée d'artistes locaux,
donc à l'angle de la rue Navet et Portals, deux grands artistes du 19e siècle qui avaient un lien avec Schaerbeek. On reconnaît des œuvres de le fameux Eugène Verboeckhoven, mais aussi d'autres artistes dont Thélène de Furuyelm et Binger, je ne sais jamais comment les prononcer, mais bref, c'est écrit sur la slide. Le coin, depuis lors, a disparu. Vous avez peut-être un souvenir de cette petite promotion communale, mais c'est intéressant de voir qu'il y avait visiblement, il y a clairement une conscience d'être une commune qui a été marquée par une vie artistique extrêmement riche et qui, aujourd'hui, bien sûr, toujours, dont la mémoire se transmet à travers les noms de rues. 25% des artistes honorés dans les rues bruxelloises se situent à Schaerbeek, ce qui est vraiment un chiffre important. Des artistes plasticiens honorés à Schaerbeek, sont à Schaerbeek, pardon. Et c'est, je le disais, clairement des logiques d'attribution de noms qui vont faire honneur, qui vont mettre en avant le souvenir d'un âge d'or de la scène artistique schaerbécoise qui tient à différents facteurs sur lesquels je ne m'appesantirai pas, mais clairement, à la fin du 19e siècle, la commune de Schaerbeek et en partie la partie bourgeoise de Saint-Josse s'affiche comme le grand pôle artistique de Bruxelles, au point que la citation que j'ai reprise ici sur la diapositive de manière humoristique se demande si en dehors de cette commune, Schaerbeek, éminemment artistique, il existe des ateliers de peinture et de sculpture. Aussi, à Schaerbeek, il y a des citoyens qui exercent d'autres professions que celle de barbouiller des toiles ou de pétrir de la glaise. Donc voilà, c'est une jolie citation qui montre à quel point il y avait conscience déjà à l'époque aussi d'avoir une scène artistique extrêmement animée qui va donc être honorée dans les décennies qui suivent, au moment où Schaerbeek doit attribuer des noms, notamment à des nouveaux quartiers. Les quartiers Montplaisir-Elmette, Montrose, Lintout ou autour de la vallée Josaphat vont être urbanisés au tout début du XXe siècle, excusez-moi, et donc on va avoir des logiques d'attribution par lot pour ces artistes locaux qui ont donc pour la plupart vécu ou travaillé à Schaerbeek. Le collège communal, dans ses décisions, clairement semble avoir cela comme cap dans les décisions. Un critère très important. Il s'agit donc d'artistes reconnus ou moins reconnus, mais impliqués dans la vie artistique locale. J'en parlais pour les musiciens, des directeurs de sociétés, de chants, et ici, par exemple, des membres d'une commission pour la création d'un musée communal à Schaerbeek, qui finalement ne vit pas le jour. Étaient honorés aussi dans les noms de rue. Donc on a des personnalités qu'aujourd'hui on a peut-être oubliées pour leurs œuvres, mais qui, à leur époque, sur le plan de la dynamique communale, étaient très visibles. Et voilà, comme pour les musiciens, les attributions s'effectuent souvent très proches de la vie de l'artiste, voire même de son vivant. L'autre pôle artistique qui se développe avec une vingtaine d'années de décalage, au XIXe siècle, c'est Ixelles et Saint-Gilles. Et donc des logiques assez similaires vont s'établir, même si on n'a pas des quartiers aussi denses et des noms de rues aussi nombreux qu'à Schaerbeek. Il n'empêche, là aussi, le paysage culturel est extrêmement foisonnant et donc il y a énormément d'artistes qui vont d'abord être visibles aussi dans l'espace public. Si vous connaissez l'hôtel de ville de Saint-Gilles, il y a un nombre invraisemblable de sculptures sur sa façade et à l'intérieur du bâtiment qui sont un musée communal public en fait. C'est très intéressant de regarder cela parce que ça traduit aussi la vie communale à travers ce patrimoine-là. Néanmoins, voilà, ici on parle d'odonymie plutôt, de rues, et d'Ixelles, qui va donc aussi héberger un grand nombre de rues d'artistes à Bruxelles. On parle de 13%. Et les personnalités qui sont mises en avant de nouveau par le collège ixellois, qui va débaptiser même certaines rues pour honorer ces artistes, ce sont encore là des hommes qui vont avoir été directeurs de la future Académie des Beaux-Arts, l'école de dessin à son origine, la Société vocale d'Ixelles ou alors le fameux musée d'Ixelles qui existe, enfin temporairement inaccessible, mais bientôt il rouvrira. Et donc là, il y a toute une série de personnalités artistiques comme Edmond de Prätereu, Fritz Toussaint, Jean-Baptiste Meunier, qui sont associés à cette institution et qui vont être honorés aussi lorsqu'il s'agira de baptiser des rues. Et puis, pour terminer dans mon énumération, et avant de conclure cet exposé, je dois encore vous parler de la littérature.
Et avec la littérature, on va rester à Schaerbeek. C'est pas étonnant, souvenez-vous, sur la carte générale, il y avait vraiment des concentrations à la fois d'art plastique, mais aussi de la catégorie littéraire. Et vous allez probablement comprendre le titre de cette section juste après, Jeune Belgique et quartier neuf. Donc cette géographie littéraire à Bruxelles, je vous la rappelle, hein, toutes ces petites rues en bleu, donc qui sont présentes à Schaerbeek et aussi fortement à Anderlecht, avec notamment à Anderlecht des quelques auteurs belges, hein, sur les 29 rues présentes, des auteurs, et alors aussi fait assez exceptionnel 2 personnages qui viennent évidemment parler aussi, enfin qui renforcent l'identité belge. Hein. C'est 2 personnages créés par Charles de Coster et qui sont Tale Eulenspiegel et sa mère, Soetkin. Donc voilà, on a des rues à Anderlecht qui y font référence. Et puis sinon, à Schaerbeek, il est essentiellement question d'auteurs, non pas donc de personnages de fiction, mais bien des auteurs du patrimoine littéraire belge, donc des personnes qui vont véritablement avoir un rôle fondateur dans l'autonomisation du champ littéraire belge à la fin du XIXe siècle et au tournant du XXe siècle. C'est donc ici un cas intéressant encore à regarder, hein, cette géographie, parce que d'une part, comme pour les artistes, elle traduit des choix résidentiels de ces personnes, de ces créateurs à l'époque. Donc il y avait beaucoup de littérateurs, d'hommes de lettres, de poètes qui ont vécu à Schaerbeek, dans cet exemple-là. Et puis aussi, comme je le disais, une mise en avant d'un groupe assez homogène, ces fameux auteurs d'un patrimoine littéraire belge associés à une revue, la Jeune Belgique, dont il était question juste avant. Mais je ne résiste pas à encore vous lire une petite citation, toujours extraite de cet hebdomadaire artistique qui était l'Art moderne. Nous avons annoncé que la commune de Schaerbeek avait donné à une de ces nouvelles avenues le nom de Léopold Koerouble, le père spirituel et le spirituel écrivain des Kakebroek. Lancée sur cette piste nouvelle, elle ne s'est pas arrêtée. Les futurs habitants du quartier Montplaisir-Helmet auront le choix, suivant leurs préférences littéraires, d'établir leur résidence avenue Georges Eekhout, avenue Maurice Maeterlinck, avenue Eugène de Mulder ou avenue Ivan Gilquin, en attendant que la galanterie des édiles crée un square Blanche-Rousseau, une rue Marguerite Van de Wiel, un boulevard Marie-Mally, etc. C'est, à côté de l'ordre de Léopold, une sorte de décoration civique qui excitera plus d'une convoitise. Voilà de nouveau ce ton de l'art moderne, enfin d'un des chroniqueurs de l'art moderne. Et puis ce qui est intéressant ici, c'est la petite pique par rapport aux représentations féminines. Donc on se posait quand même déjà la question en 1906. Hein, ce ne sont pas des questionnements uniquement actuels. Donc vous le voyez, cette création de quartier littéraire à Schaerbeek impressionne aussi à l'époque et marque les esprits. Et le fait marquant que je soulignais précédemment, c'est une certaine homogénéité donc, de ce groupe d'écrivains qu'a mis en évidence ma collègue Laurence Brognier, puisqu'à Schaerbeek, d'une part, ces écrivains ont souvent vécu et partagé le même espace. Beaucoup ont vécu un temps à Schaerbeek, au moins un temps, et puis aussi sur le plan de la création, avec des affinités intellectuelles et esthétiques qui vont se coaliser notamment autour d'une revue fondée en 1880, qui s'appelle La Jeune Belgique, et qui a vraiment été marquante dans l'histoire des lettres belges, puisqu'elle a contribué à l'institutionnalisation de la littérature en Belgique, la littérature francophone en Belgique, mais aussi à son autonomisation par rapport au chant français notamment, et à la scène parisienne. Donc c'est vraiment un objet culturel très important pour l'époque. Et donc, parmi ces auteurs, vous retrouvez des noms que j'ai déjà cités et que vous connaissez dans le paysage schaerbécois probablement. Et cette proximité esthétique et aussi géographique, elle était clairement aussi alimentée par une sociabilité très forte à l'échelle communale. Et donc, il y avait des rendez-vous d'écrivains au domicile de l'un et de l'autre. Georges Eekhout, notamment, raconte beaucoup de choses dans ses souvenirs sur cette dynamique littéraire de la commune, mais aussi dans les cafés schaerbécois, où, fait intéressant que Georges Eekhout, auteur flamand à l'origine, donc que Georges Eekhout soulève, les auteurs francophones et néerlandophones se rencontrent dans ces cafés. Donc il y a une mixité, une diversité culturelle qui va moins se retrouver dans les plaques de rue. Et c'est d'ailleurs une de nos questions pour terminer cette présentation. Et tâcher de conclure une étude qui est en fait extrêmement exploratoire. Je pense que les 4 chercheuses, nous 4, avons été à la fois très stimulées par tout ce qu'on trouvait, très frustrées par le
peu d'archives sur lesquelles on a réussi à mettre facilement la main. Il faut continuer à creuser. Et donc, on a aussi beaucoup utilisé des sources secondaires pour vous présenter cela. Mais aussi, bien sûr, toute une série de questions voilà, qu'on aurait envie de prolonger. 4 constats pour conclure. Le premier, c'est qu'ici aussi, à travers cette géographie des noms de rues faisant référence aux arts, on voit clairement l'expression de la singularité communale à Bruxelles. Certaines communes vont rendre hommage aux artistes, d'autres absolument pas. Donc c'est vraiment de l'ordre du choix du collège communal. Il n'y a pas de logique évidente non plus dans les choix. Je parlais souvent d'une logique opportuniste. Un nom est disponible et on choisit de le prendre. Et puis, malgré tout, cette singularité communale, elle va particulièrement se marquer dans les communes de Scarbeck et KXL qui clairement se constituent une identité aussi à travers ces odonymes. Le deuxième constat, c'est justement qu'à travers ces dénominations et ce choix de faire référence à une culture, que ce soit la littérature, aux arts plastiques ou à la musique, une culture plutôt bourgeoise, ça va être aussi une manière de profiler sa commune ou certains quartiers d'une certaine manière, ce qui nous faisait penser, nous qui vivons au XXIe siècle, qui connaissons aussi les dynamiques de promotion territoriale aussi, et qui existent aujourd'hui pour attirer résidents ou touristes, d'une certaine manière, s'interroger sur ces logiques qui malgré tout, semble exister, même si les sources, pour le moment, nous montrent surtout une sorte de grand hasard et d'opportunisme dans la dénomination. Malgré tout, c'est ce que j'appelais ces quartiers musicaux à Anderlecht, par exemple, ou les logiques littéraires à Scarbeck, montrent quand même que, visiblement, il y a eu une volonté de créer des identités de quartiers. Troisième constat, la toponymie reproduit des logiques d'exclusion des femmes de leur connaissance artistique. Elles ne sont pas nombreuses dans les noms de rues, ça c'est une chose, mais on se rend compte que dans certaines catégories, notamment les arts plastiques, là c'est 1% des personnalités honorées, donc c'est vraiment extrêmement peu, et cette reproduction de logique d'exclusion, elle s'explique par une sorte de... elle signifie quoi ? Elle signifie une sorte de double pénalité. Déjà en leur temps, donc à cette époque de la scène culturelle foisonnante, la scène artistique foisonnante du tournant 19e, les femmes étaient moins nombreuses pour toute une série de raisons sociales, économiques, culturelles, que je ne vais pas détailler ici. Donc elles sont déjà moins nombreuses et en plus, proportionnellement, visiblement, elles sont aussi très très peu souvent sélectionnées pour être honorées sur des plaques de rue. Et donc cette question d'une invisibilisation, bien sûr, elle se pose pour les femmes, mais pas que. Je parlais du champ littéraire et de ces rencontres francophones et néerlandophones qui avaient lieu dans les cafés scarbecquois, attestés par Eekhout. Clairement, quand on regarde les personnalités littéraires honorées à Bruxelles sur les plaques de rue, notamment la présence du mouvement flamand au début du XXe siècle, qui a été aussi un fait culturel extrêmement marquant et important pour la capitale, ne s'y retrouve pas. Donc voilà, on a ça aussi qui pourrait être une piste de recherche. Et puis le quatrième et dernier constat, c'est qu'il y a visiblement dans les attributions les plus récentes, on n'a pas beaucoup de nombre de nouvelles rues à baptiser, mais on se posait la question donc de nouvelles catégories artistiques, des figures plus populaires, des genres aussi plus populaires, comme la chanson notamment, qui semblaient aujourd'hui être privilégiées, avec aussi, comme je le disais en introduction, parfois ici une fonction sans doute neutralisatrice des figures artistiques, comme c'était le cas dans les rebaptisations des rues des pays de l'ancien bloc de l'Est, et donc qui permettrait peut-être parfois de faire consensus ou pas. Et puis, pour terminer, on a énormément questionné ici ensemble la question des choix des noms de rue quand on donne le nom d'une rue, mais ce qui serait aussi intéressant de faire, évidemment, c'est s'intéresser, et pas que pour les artistes, mais aux rues dont on oublie le nom. Il y a évidemment l'exemple connu de toutes les références géographiques aux pays vaincus à la fin de la Première Guerre mondiale, mais quand on voit des cas singuliers, donc d'odonymes qui ont disparu et qui ont été remplacés notamment par des noms d'artistes, il y a là probablement aussi matière à étudier sur le plan historique aussi des choix symboliques significatifs de mise à l'écart de certains noms, de certaines valeurs, et de mise en avant, à l'inverse, de figures jugées dignes d'être honorées dans un contexte historique donné. Donc voilà des pistes
reste pour continuer. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser en compagnie de Matthijs de Grave, qui est donc l'interlocuteur suivant. Et Matthijs, en plus d'être coéditeur du livre dont il vous a parlé tout à l'heure, Matthijs est docteur en histoire. Il a défendu sa thèse de doctorat en 2021 à la VUB. Et il est spécialisé en histoire urbaine et environnementale avec un focus particulier sur l'histoire des entreprises. Sa thèse portait d'ailleurs sur les artisans et les entrepreneurs du secteur de la construction à Bruxelles depuis la création de la Belgique jusqu'en 1970. Et c'est bien sûr grâce aux connaissances qu'il a construites dans son doctorat qu'il est capable aujourd'hui, qu'il va vous parler de ces constructeurs présents dans les noms de rues bruxellois. Et puis, depuis lors, Matthijs a continué ses travaux de recherche en s'intéressant à travers notamment la figure du plombier, un de ces constructeurs ou de ces métiers de la construction. Il s'intéresse désormais aux évolutions de l'utilisation de l'eau dans la ville, donc un nouvel angle de recherche dont il ne sera pas question aujourd'hui. Mais donc tout de suite, je cède la parole à Matthijs et je me réjouis d'en découvrir plus aussi sur cet autre groupe professionnel dans l'espace bruxellois. Merci. Oui. Voilà, ok. Merci beaucoup, Tatiana, pour l'introduction. Voilà, moi je vais vous parler de mes recherches, en effet, sur un autre groupe ou un autre profil d'acteurs importants dans l'histoire urbaine de Bruxelles et sur le degré très variable avec lequel ils ont reçu ou non un nom de rue. Donc, je vais parler notamment des bâtisseurs et des constructeurs de Bruxelles, les personnes qui ont physiquement fait la ville telle qu'elle est aujourd'hui, avec toute sa beauté et son patrimoine, mais aussi avec parfois des réalisations moins réussies sur le plan esthétique, mais d'autant plus fonctionnelles. Bruxelles est connue comme une ville productive, où la révolution industrielle s'est implantée assez tôt, ce qui a donné naissance à des grandes usines dans la ville où on travaillait par exemple à la préfabrication de matériaux de construction et d'éléments de bâtiments, comme ici dans l'usine ou plutôt l'atelier de menuiserie de Louis de Waal à Molenbeek. Mais à Bruxelles, les activités productives à plus petite échelle ont aussi gardé leur place jusqu'à aujourd'hui. En plus, comme vous le savez probablement, Bruxelles a été marquée par plusieurs grandes phases d'extension, de destruction, de transformation de son espace urbain, ce qui a nécessité l'implication d'une très grande diversité d'acteurs urbains, avec certains travaillant de leurs mains, mettant en œuvre leur savoir-faire pratique, d'autres travaillant à la table à dessin, d'autres encore qui finançaient ou qui entreprenaient. Mais quand on regarde aujourd'hui les noms de rues à Bruxelles, on voit qu'il existe de grandes différences au sein de ce groupe. Des personnes qui concevaient ou finançaient en tant que figure publique, évidemment, généralement, reçu beaucoup plus de reconnaissance que la majorité de celles et ceux qui ont façonné la ville de leurs mains. Ce qui a contribué à alimenter une certaine perception selon laquelle le travail manuel et les compétences pratiques auraient été beaucoup moins essentielles dans la création de la ville, ou au minimum à entretenir un manque total de connaissances historiques sur ces acteurs. Et en dehors des noms de rues et noms de lieux, les mêmes logiques
se retrouve aussi dans beaucoup d'autres formes dommages dans l'espace public, comme les statues. On trouve par exemple des bustes d'architectes, comme ici Edmond Serneels à Etterbeek, ou des paysagistes comme Edmond Galopin à Schaerbeek, ou même un architecte médiéval, Louis van Bodegem, à Bruxelles. Exceptionnellement même d'un entrepreneur comme Pierre Carsoul à Uccle. Par contre, les représentations d'artisans et d'ouvriers du bâtiment ne sont pas entièrement inexistantes, mais elles sont beaucoup moins fréquentes. On peut penser, par exemple, à certaines statuettes en bronze de Xavier Mellery représentant les métiers et les corporations professionnelles au Petit Sablon de 1883. Mais dans ce cas, il s'agit plutôt d'une vision romantique typique pour la fin du XIXe siècle, d'un passé national construit plutôt qu'un véritable hommage à leur travail en tant que tel. On retrouve davantage cet hommage dans la tradition du réalisme, dans le style de Constantin Meunier, par exemple, mais aussi ici chez Charles van der Stappen, qui a réalisé en 1893 cette sculpture, aujourd'hui au parc du Cinquantenaire, intitulée « Les bâtisseurs de ville ». Mais en réalité, ce titre lui a été donné plus tard, en référence à un roman de Camille Lemonnier, alors qu'auparavant, on parlait aussi de briquetier ou de mineur, donc on ne sait pas exactement très bien quel type d'ouvrier est réellement représenté ici. Plus récemment, on peut aussi citer la fresque murale « Les bâtisseurs » sur la place Lemmens à Kuregem, réalisée en 2021. Mais en principe, elle est temporaire, même dans l'inventaire du patrimoine de la région bruxelloise, c'est mentionné comme fresque temporaire. Donc, comme on le verra aussi pour les noms de rue, les références qui existent sont avant tout rares, sont anonymes, seulement référant à leur métier d'une manière collective et ne renvoient pas nécessairement à une réalité historique concrète, par exemple à leur présence sur place ou à leur réalisation spécifique. Et cela contraste très fortement avec certains autres acteurs du secteur de la construction à Bruxelles. C'est ce que je vais montrer dans la suite de cette présentation en me concentrant sur trois groupes de noms de rue. D'abord ceux qui renvoient aux métiers et aux matériaux, ensuite à quelques entrepreneurs individuels et enfin deux exemples de promoteurs immobiliers et des propriétaires fonciers dont Tatiana a déjà parlé. Donc quand on parle des personnes qui ont physiquement construit la ville grâce à leur travail manuel, leur savoir-faire, leur esprit d'entreprise, comme aujourd'hui, il s'agissait bien souvent de personnes dans des situations sociales précaires, souvent issues de la migration, venues à Bruxelles attirées par la croissance de la ville pour y travailler dans des conditions souvent précaires, des situations d'emploi incertaines, dangereuses, insalubres, et donc des personnes qui restaient en général très peu aisées. Alors, quelles traces de ces personnes trouvons-nous dans les noms de rue de Bruxelles? Individuellement, il n'était pas assez important, considéré comme suffisamment important pour donner leur nom à un nom de rue. Par contre, certains métiers ont été utilisés comme nom de rue, et là, il est intéressant de voir dans quelle mesure ces noms correspondent réellement à la présence de ces métiers dans les rues concernées. Et donc pour ça, je m'appuie sur une base de données que j'ai construite dans le cadre de ma thèse de doctorat, que j'ai terminée à la VEB il y a 5 ans, et dans laquelle j'ai recensé environ 25 000 artisans et petits entrepreneurs du secteur de la construction qui ont donc contribué à façonner Bruxelles au 19e et au 20e siècle. Une base construite à partir d'almanachs commerciaux, aussi des registres de patentes pour 5 années d'échantillons entre 1833 et 1965.
et elle contient notamment les adresses à partir desquelles ces entrepreneurs travaillaient. Et j'ai pu cartographier ces données grâce au Brussels Historical GIS. Merci Tatiana, donc de l'IGIAT à l'ULB. Ce qui m'a permis d'étudier la répartition du secteur de la construction dans l'espace urbain. Et sans surprise, c'est une répartition qui était très large. Les entreprises de construction étaient très petites, très nombreuses, parce qu'il fallait construire et rénover partout dans la ville. Et j'ai ensuite comparé cette répartition des métiers de la construction avec les noms de rues attribués à certaines activités. Et donc, je parle ici de rues qui font référence à différents métiers, des vitriers, menuisiers, forgerons, des métiers qui apparaissent aussi dans ma base de données, où j'ai adopté clairement une définition assez large du secteur. Et donc ici, pour chaque année, la colonne de gauche indique le nombre total d'entreprises de construction dans la rue. Celle de droite, c'est le nombre d'entreprises du métier en question. Et ce qui ressort clairement, c'est que la forte présence des métiers dans la ville ne se reflète absolument pas dans les rues qui portent leur nom. Au contraire, ils sont parfois ou même souvent totalement absents. Et même si la plupart de ces métiers ici existaient déjà avant le 19e siècle, la plupart des noms de rues n'ont pas leur origine dans cet ancien régime, tout simplement parce que ces métiers n'étaient pas concentrés dans la ville, contrairement par exemple aux bouchers. Bouchers qui étaient concentrés autour de la grande boucherie au centre-ville, autour de la rue des Bouchers. Il n'y avait pas de rue où les entrepreneurs de construction étaient fortement présents d'une manière caractéristique, et donc les noms de rue ne se sont pas formés d'une telle façon naturelle. Et quand les noms de rue ont été attribués à des métiers artisanaux au 19e ou au début du 20e siècle, c'était souvent imposé d'en haut par les élites locales qui n'ont pas choisi ces noms parce qu'ils reflétaient une présence réelle ou considérable d'artisans, mais plutôt comme une sorte d'idéal paternaliste de travail, d'effort, d'esprit d'entreprise, d'ambition qu'elles voulaient mettre en avant pour la population ouvrière locale. Et le meilleur exemple, c'est la rue des Charpentiers, dans la cité Elements, dans les Marolles, inaugurée en 1916 par l'administration de la ville de Bruxelles, mais où il n'y avait en réalité aucun charpentier, en tout cas pas comme indépendant. Dans la rue des Artisans à Ixelles, inaugurée en 1911, il y avait bien un petit groupe de six artisans de différents métiers du bâtiment vers 1932. 72 logements qui étaient construits par la Société des habitations ouvrières d'Ixelles, qui deviendra plus tard le foyer ixellois. On peut toutefois obtenir une image différente quand on regarde les commerçants en matériaux de construction, qui en revanche étaient déjà concentrés depuis l'Ancien Régime, surtout dans l'ancien quartier portuaire au nord-ouest du centre-ville, où les matériaux étaient importés depuis le creusement du canal vers Willebroek en 1561, et où pour cette raison plusieurs quais portent les noms liés aux matériaux de construction. Et donc, au XIXe siècle, ces commerçants étaient encore bien présents dans cette zone, notamment le long du quai aux Briques, même s'il n'y avait plus une spécialisation très claire par type de matériaux. Mais à la fin du XIXe siècle, avec le comblement de ces bassins, donc ici aujourd'hui il y a l'église Sainte-Catherine,
la raison d'être de cette concentration disparaît et ça contribuait à la désindustrialisation du quartier. Et beaucoup de ces commerçants se déplacent alors vers les abords du nouveau canal à Molenbeek et Anderlecht. Et là-bas, il y a seulement 2 rues qui font explicitement référence aux matériaux de construction, la quai des matériaux et la rue des matériaux. Et il n'y avait pas spécialement beaucoup de commerçants dans ces rues, mais cela cache en réalité le fait que certaines entreprises, comme Bailly, ici, le long du quai des matériaux, opéraient à une très grande échelle. Et il y avait encore bien d'autres grossistes comme Ackermans ici, qui avaient comme adresse l'avenue du Port. Une autre manière dont les matériaux de construction apparaissent dans les noms de rues, c'est à travers leur production dans les zones rurales autour de la ville, notamment les carrières de sable ou les briqueteries, qui alimentaient la croissance de Bruxelles. Et comme ces zones ont ensuite été intégrées dans la ville, les noms de rues restent aujourd'hui des témoins importants de la relation historique entre la ville et la campagne et aussi de l'ampleur de la croissance urbaine au cours des 200 dernières années. Et il y a certaines, comme la rue, ici à Kuckelberg, la rue de la carrière qui ont été déjà créées au XIXe siècle. Des autres, notamment ici la concentration à Hiver, sont beaucoup plus récentes. De la fin du XXe, même début XXIe siècle, renvoient plutôt à des activités anciennes, des carrières, des briqueteries qui avaient déjà disparu assez longtemps à ce moment-là. Maintenant, si on se tourne vers les individus, il y a seulement quelques acteurs du secteur de la construction qui ont été jugés assez importants pour donner leur nom à une rue. Donc, je ne vais pas parler ici des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, géomètres, etc., qui ont évidemment marqué l'apparence de la ville depuis leur table à dessin. Je vais parler plutôt des entrepreneurs responsables de l'organisation concrète des chantiers, ainsi que la fabrication de matériaux et des éléments de construction. Et même lorsqu'ils ont réussi à gravir les échelons sociaux, à dépasser le statut d'ouvrier ou d'artisan ordinaire, il y a très peu de rues qui ont été baptisées en leur honneur. On compte par exemple 29 rues portant le nom d'architecte contre 7 pour les entrepreneurs du bâtiment. Et comme j'ai dit, mon étude inclut aussi la production d'éléments de bâtiments, comme les balcons par exemple ici. Donc, j'inclus aussi les fonderies de fer, comme celle de Nestor Martin, même si là, il y a un grand recoupement avec les industriels d'autres secteurs qui ont plus souvent reçu cet honneur. Ici, il y a aussi Adolf Roberts, qui dirigeait une briqueterie, donc aussi témoin de l'importance de la production des matériaux dans les zones rurales autour de Bruxelles. Ici, je veux surtout m'arrêter sur 4 autres noms de rues qui renvoient à des entrepreneurs au sens plus strict du secteur de la construction, avec le premier Alphonse Otta, qui était un entrepreneur honoré notamment parce qu'il a aidé vers 1890 la commune d'Ixelles à aplanir un talus pour aménager l'avenue Auguste Rodin, avec la rue Otta qui a ensuite été créée comme rue latérale en 1913. Otta possédait également un terrain situé le long de la rue qui porte son nom, donc ça peut-être a aussi joué un rôle. Et on ne sait pas vraiment si, probablement ici, ses fils qui ont repris l'entreprise après sa mort, s'ils ont eux-mêmes peut-être construit les maisons de la rue Otta, puisqu'on a très peu d'informations pour la plupart des bâtiments, pour la plupart des entrepreneurs, qui a construit où exactement, ou qui a construit quoi. Mais en revanche, nous savons qu'ils ont participé à la construction des grands immeubles à appartements dans les années 20, comme ici le palais de la Cambre à Ixelles. Toujours
à Ixelles, l'entrepreneur Jean van Deuren a été honoré d'un nom aussi pendant qu'il était encore en vie en 1930. Il avait sa base d'opération dans, ici, la rue Guillaume Stock à Ixelles. Il était actif comme entrepreneur de maisons d'habitation, parfois aussi comme architecte, surtout à Ixelles, aussi à Saint-Gilles et à Forêt. Et il a également construit des bâtiments publics, comme ici des écoles communales, un dépôt de tramway, aussi le célèbre magasin Old England à Bruxelles, qui était conçu par Paul Saint-Benoît dans le style Art Nouveau. Et la rue qui porte son nom, la rue Van Deuren, Jean Van Deuren, fait partie en fait d'un ensemble plus large d'immeubles art déco avec des logements sociaux, la cité Van Deuren, qui était construite entre 1928 et 1935 pour la Société des habitations en bon marché d'Ixelles, de nouveau le futur foyer ixellois. Et Van Deuren, il était connu comme philanthrope, était probablement impliqué dans cette société. Il est aussi possible qu'il avait participé au début du chantier avant son mort. Et une autre rue du complexe a également été nommée du vivant d'un administrateur de cette société, Léopold Delbove, aussi un ancien échevin des travaux publics à Ixelles et un architecte qui avait souvent collaboré ensemble avec Van Deuren. Deux autres entrepreneurs à avoir donné leur nom à une rue sont les frères Jean-Baptiste et Pierre Carsoul, qui au départ travaillaient comme menuisiers, mais se sont progressivement tournés vers les travaux d'entreprise générale. Et eux aussi avaient longtemps leur base d'opération à Ixelles, rue de Florence, rue Fédère, d'où ils ont été actifs de la fin des années 1880 jusqu'autour de 1910, surtout à Saint-Gilles, Ixelles et Bruxelles, dans le quartier de l'avenue Louise, et ils se présentaient d'ailleurs comme entrepreneurs du quartier Louise. Et là, ils ont construit surtout des maisons privées pour une clientèle aisée, souvent aussi en tant que promoteurs spéculatifs. Par exemple, ici dans la rue Paul-Émile Janson, ils ont fait construire en très peu de temps 16 maisons assez similaires. Entre 1896 et 1905, ils ont également été chargés de la construction d'une nouvelle aile conçue par Émile Jeanlet pour le Musée royal d'histoire naturelle de Belgique, avec entre autres la salle d'exposition des fameux iguanodons de Bernissart. Après 1910, il réalise encore quelques projets séparément, mais il se retire aussi vers Uccle pour vivre en tant que rentier. Et Pierre Carsoul, ici, construit en 1913 une maison pour lui-même. Ici, cette maison sur l'avenue Longchamp, aujourd'hui c'est l'avenue Churchill. Il meurt en 1928 après avoir légué son patrimoine à la commune d'Uccle. Et comme remerciement, il reçoit cette statue dans le parc Montjoie, qui fait auparavant partie de son jardin privé, ainsi qu'un nombre de rues qu'il devait partager avec son frère, l'avenue Jean et Pierre Carsoul, ici, cette avenue. Et on dit parfois qu'ils auraient aussi été impliqués dans la construction ou l'aménagement de cette avenue. Ce n'est pas très certain parce que Pierre Carsoul était peu actif dans les années précédant sa mort. En 1933, la rue ne comptait que 9 maisons, donc probablement il s'agit simplement d'une forme de hommage posthume. De manière générale, si des constructeurs ou des entrepreneurs comme Jean et Pierre Carsoul ont reçu nom de rue, c'est parce qu'ils travaillaient pour les élites locales ou pour les autorités communales, ou parce qu'ils étaient eux-mêmes propriétaires fonciers ou des promoteurs immobiliers et donc faisaient partie de cette élite eux-mêmes. Et avec 195 rues portant le nom de grands propriétés foncières, ce n'est donc pas très étonnant qu'ils soient beaucoup plus présents dans les noms de rues à Bruxelles que les simples bâtisseurs de la ville. Et certains de ces propriétaires étaient aussi actifs
comme entrepreneur, comme promoteur immobilier. Et je veux m'arrêter ici sur un exemple particulièrement marquant, celui de Edmond Parmentier, qui, en tant que promoteur immobilier et entrepreneur de travaux publics, a joué un rôle vraiment clé dans la réalisation de grands projets de développement urbanistique portés par Léopold II, ensemble avec l'inspecteur voyer Victor Bem. Dans la mise en œuvre de leur vision pour l'extension de Bruxelles, Léopold II et Victor Bem ont été confrontés à de nombreux obstacles administratifs, des retards aussi dans l'acquisition des terrains nécessaires, qu'ils n'ont pu surmonter grâce à l'intervention de Parmentier. Donc, la méthode était généralement la même. À l'initiative de Léopold II, Parmentier obtenait de l'État une concession avec une rémunération forfaitaire pour les expropriations et l'aménagement d'une avenue. En parallèle, il recevait de la commune le droit d'acheter et d'exproprier tous les terrains au nom de la commune, puis de revendre les parcelles attenantes comme terrain à bâtir pour son propre profit. Et le premier projet mené de cette manière, c'était l'aménagement de l'avenue de Tervuren entre le parc du Cinquantenaire et Quatre Bras. Oui. À l'occasion de l'exposition universelle de 1897. Et Parmentier reçoit une subvention de 1,5 million de francs pour l'achat des terrains et pour la construction de l'avenue. Et en plus de la vente lucrative, vous pouvez imaginer, des parcelles voisines, il fait construire aussi en 1901 sa propre villa, le chalet norvégien, sur ici, un domaine privé de plus de 13 hectares le long de l'avenue, et c'est aujourd'hui le parc Parmentier. Dans les environs, Parmentier développe aussi à ses propres frais de nouveaux quartiers, destinés de nouveau à la bourgeoisie aisée, surtout à Watermal-Boisfort et à Woluwe-Saint-Pierre. Il aménage plusieurs rues et plusieurs places, dont entre 1909 et 1912, une avenue qui reliait son domaine de l'avenue de Tervuren au hameau de Stockel et qui serait nommée après Edmond Parmentier après son mort en 1910. Toutefois, pour répondre aux souhaits du roi, certains terrains le long de ces nouvelles avenues, Parmentier ne pouvait pas vendre comme des terrains à bâtir, mais il les devait aménager en parcs et en squares, qui, quand les projets d'embellissement coûtaient trop cher, Léopold II les finançait lui-même. Par exemple, ici, en 1904, Léopold II accordait une subvention à Parmentier de 78 000 francs à partir de son domaine de la Couronne, dans l'État indépendant du Congo, pour aménager un parc le long de l'avenue du boulevard du Souverain, ce qui est aujourd'hui encore partie du parc de Jagersfeld. Aussi, de la même manière, l'aménagement de l'avenue de Metz à Laken en tant que partie du domaine royal a été financé par les richesses de Léopold II tirées de sa colonie. Ici, exceptionnellement, dans ce cas, Edmond Parmentier n'intervient pas comme entrepreneur, non plus comme promoteur, mais plutôt comme un prête-nom, comme intermédiaire pour le roi qui ne souhaitait pas apparaître publiquement comme financeur de l'achat et de l'expropriation des terrains nécessaires. Voilà, donc grâce à ces investissements, les grands propriétaires fonciers et les spéculateurs immobiliers comme Parmentier ont effectivement contribué de manière importante à la croissance de la ville. Toutefois, la question si cette forme dommage durable sous forme de nombre de rues est toujours justifiée est aujourd'hui de plus en plus remis en débat. C'est un exemple récent, le changement de nom de la rue de Bruyne en rue Marguerite Copin à Saint-Josse en 2024, dans une volonté de rendre l'espace public plus inclusif, notamment en donnant plus de place aux femmes dans les noms de rues. À ce moment-là, il y avait seulement une des 93 rues de la commune qui portait le nom d'une femme, c'était Marie Poplin. Et donc au conseil communal, on a dit, à propos d'Albert de Bruyne,
qui possédait donc les terrains sur lesquels la rue avait été aménagée au XIXe siècle, qu'il ne s'agit pas d'un personnage important ni de quelqu'un ayant joué un rôle dans l'histoire de la commune. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. Albert de Bruyn a bien joué un rôle dans le développement urbanistique de Saint-Josse, mais la vraie question, en fait, c'est si ce rôle mérite encore d'être honoré par un nom de rue aujourd'hui. Donc voici la rue en question, dans le centre de Saint-Josse. Ici, on a l'église. Et donc, à cet endroit, en 1862, Albert de Bruyn possédait, avec sa femme, toute une série de parcelles. Il possédait plus d'1 hectare en total de terrain et de bâtiments dans la commune, aussi quelques parcelles à Bruxelles. Donc, nous sommes dans une époque où Saint-Josse était encore une des destinations préférées par la bourgeoisie bruxelloise à la recherche de plus d'espace, mais aussi une époque où le pouvoir et le prestige social se reposaient encore principalement sur cette forme de propriété foncière. Et donc leur propriété était surtout concentrée autour de l'allée dite Mont-Loisir, avec les terrains en rouge qui correspondent aux propriétés d'Albert de Bruyn, ceux en bleu à celles de sa femme. Et donc, dans cette allée de Mont-Loisir, il y avait une population assez variée. On y avait des employés, mais aussi des rentiers, un avocat, un typographe, un imprimeur, un cocher, aussi quelques blanchisseurs et blanchisseuses. Et Albert de Bruyn habitait lui-même juste à côté, dans la chaussée d'Etterbeek, qui est aujourd'hui la rue de la Pacification. Peu après, en 1864, on prévoit la création de la rue Willems, à la demande des commerçants de la chaussée de Louvain, qui craignaient une baisse de fréquentation à cause de la construction de la ligne de chemin de fer de ceinture au nord-est de Bruxelles, qui se trouvait maintenant ici et à l'époque plutôt là. Aussi, à cause de l'aménagement de l'avenue de Kortenberg qui détournait le trafic plutôt vers la rue de la Loi. Et donc, la rue Willems devait améliorer la circulation dans le quartier, mais elle traversait des terrains qui appartenaient à plusieurs propriétaires privés, dont Monsieur et Madame de Bruyn. Et pour eux, c'était évidemment surtout une opportunité d'augmenter la valeur de leurs biens. Ils ont donc volontiers cédé le terrain nécessaire à la commune, pas seulement pour la rue Willems, mais aussi pour réaménager l'allée de Mont-Loisir, afin qu'elle devienne une véritable rue de liaison entre l'ancienne chaussée d'Etterbeek et la nouvelle rue Willems. Et donc, à partir de 1865, 14 nouvelles maisons étaient construites. Aussi, les 8 maisons existantes sont démolies, puis reconstruite, ce qui obligeait évidemment tous les habitants à déménager. Au départ, la rue Nouvelle garde le nom d'allée ou avenue Mont-Loisir, mais en 1878, en remerciement pour le don généreux et altruiste, entre guillemets, elle est rebaptisée rue de Bruyn. Et ensuite, pendant près de 150 ans, il ne se passe pas grand-chose dans cette rue, à part de la démolition d'un côté entier pour la construction de l'énorme tour Pacifique à Saint-Josse. Et puis on arrive donc en janvier 2024 avec une enquête publique par la commune pour renommer la rue en rue Marguerite Copin, la poétesse belge née à Saint-Josse. Et il y avait un seul propriétaire qui s'opposait. Donc, pas de véritable résistance de la part des habitants, ce qui confortait la commune dans l'idée que la figure d'Albert de Bruyn ne parle plus aux gens aujourd'hui, qu'elle ne sert plus de référence, en tout cas pas dans cette rue, et que c'était donc une bonne occasion de consacrer cet hommage à quelqu'un d'autre. Voilà, pour conclure
on voit que dans l'histoire de Bruxelles, mais aussi encore aujourd'hui, très clairement, il y a un contraste très marqué entre ces figures comme Albert de Bruyne ou Edmond Parmentier d'un côté et les artisans et les ouvriers de construction de l'autre. Les derniers, on attribue un nom de rue que dans les très rares cas, généralement seulement de manière collective en référence à leur métier. Et alors que les fortes concentrations de commerçants en matériaux de construction se reflétaient bien dans les noms de rues des quartiers portuaires et du canal, les noms de rues liés aux métiers artisanaux ne correspondaient pas forcément à la réalité de leur présence sur place. Et comme pour les rues portant le nom d'entrepreneurs individuels, c'était des choix qui reflètent surtout les intérêts des élites locales qui avaient le pouvoir de décider les noms de rues et qui préféraient plutôt d'honorer les propriétaires fonciers de leur commune, ce qui est donc un genre d'hommage dont on constate qu'aujourd'hui, il est de plus en plus remis en question. Finalement, pour terminer vraiment, avant d'aller vers vos questions, je veux encore de nouveau attirer votre attention sur le fait que vous pouvez retrouver bien davantage d'informations tant sur ma présentation, mais aussi sur celle de Tatiana, aussi que sur de nombreuses autres approches thématiques dans l'ouvrage récemment publié et qui est aujourd'hui encore disponible en exclusivité au fond de la salle. Et entre-temps, Tatiana et moi-même serons ravis de répondre à vos questions ou à vos remarques. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci.